Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Bonjour Étienne. Salut Catherine. Étienne, aujourd'hui, on reçoit Guy Lepage. Jusqu'à quel point c'est un invité excitant à recevoir? Bien, en fait, Guilla, on le sait pas, mais c'est vraiment un entrepreneur dans l'âme. Puis je pense que lui-même le sait pas non plus quand on l'entend. Mais il va vraiment nous partager des choses qu'il n'a jamais dit avant. Puis, entre autres, saviez-vous que RBO était une OBNL à la base? Donc, il n'avait pas le droit de faire d'argent, mais anyway, il n'en faisait pas. Puis, il va vraiment dans les détails sur comment il gère la loyauté avec son staff, ses équipes, puis ses nombreux projets. C'est un entrepreneur en série. Oui, c'est quelqu'un qui est capable de connecter toutes les bulles ensemble. Exactement. On le retrouve dans un instant. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour, bienvenue aux Dérangeants. Mon nom est Catherine Beauchamp. J'anime ce balado coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM présenté par Desjardins Entreprises. Comme vous le savez, à chaque épisode, on reçoit 3 de nos jeunes PDG. Et aujourd'hui, avec nous dans les studios de Cogeco, on reçoit Marie-Claude Duquette, qui est présidente du groupe Triton. Bonjour. Salut, Kat. Étienne Crevier, PDG de MedFutur. Bonjour, Étienne. Salut, Kat. Et Marie-Philippe Simard, qui est PDG, elle, de Swife. Oui, Bonjour. et je sais que Marie aussi. On voit que biogénique n'apparaît plus. Écoute, on évolue. Biogénique. Qu'est-ce qu'on va faire? s'ennuyer. On a réussi à le plugger encore quand même. Là. Mais je pense qu'à chaque émission, il faudra le plugger parce qu'on va s'ennuyer. Écoute. Alors, on va commencer avec notre PPP, c'est-à-dire primeur, plug ou potin. Et j'ai envie de commencer par Marie-Philippe. Comment ça va? Ça va fatigué, mais je pense qu'on est tous comme semi-brûlés. Mais non, fatigué, début d'automne. Toujours rushant, début d'automne. Tu sais, on est comme en été. En tout cas, bien fatigué. Mais plug, je vais faire un salut à la Fondation Montréal Inc., que certains entrepreneurs connaissent, parce qu'on va parler beaucoup d'aujourd'hui de relations entre entrepreneurs, positives, négatives, etc. Puis la Fondation m'a approché il y a peut-être 6 mois pour faire un groupe de co-développement. Fait que c'est pour les gens qui ont gagné un prix avec la Fondation Montréal Inc. Puis on est peut-être, 8-10 entrepreneurs, puis à chaque mois, on se rencontre, puis on parle d'une problématique spécifique à un entrepreneur. Puis après ça, on donne des commentaires, on jase. Puis c'est vrai. Moi, j'avais jamais fait ça, un groupe de co-développement, on va en parler tantôt. Puis c'est vraiment sharp, c'est super. On est tant d'entrepreneurs, puis je voulais vraiment les saluer pour leur dire bravo. C'est une belle initiative, puis si vous pouvez l'étendre à d'autres, c'est vraiment, vraiment super. Fait que bravo, Fondation Montréal Inc. Étienne? Vraiment cool. Ben écoute, moi, c'est une plug potin et primeur en même temps parce que, comme les auditeurs ont pu s'en rendre compte, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie entre la 3e et la 4e saison. On parle plus de biogénique, on parle de MedFutur maintenant. Puis il y a plein de belles nouvelles qui s'en viennent dans la saison que je vais partager. Mais pour faire aussi du pont sur les relations entre entrepreneurs, ma plug, c'est pour la nouvelle entreprise de ma conjointe, ma blonde. Donc, entre entrepreneurs, on s'influence. Je l'ai convaincue de se partir en affaires. Puis aujourd'hui même, elle lance son entreprise qui s'appelle 10 000 matins. Mais en fait, tu as 10 000 matins dans une carrière, donc tu ne veux pas en perdre une seule à faire quelque chose que tu n'aimes pas dans ta vie. Puis c'est apprendre à te connaître, connais-toi toi-même. Donc, c'est du coaching de carrière, de l'accompagnement pour, dans le fond, toujours passer chaque matin de ta vie à faire quelque chose que tu aimes, qui te représente. Puis Dieu seul sait que pendant la COVID, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question, du monde qui était en communication marketing, qui finalement voulait retourner à l'école pour être en technique policière. Puis finalement, est-ce que c'est vraiment un changement de carrière que tu veux ou c'est juste que tu veux te rendre utile, tu veux te sentir utile? Donc, bravo à ma blonde qui fait vraiment un beau monde, un monde meilleur, qui est vraiment une meilleure personne que moi, en fait. Félicitations à ta blonde. C'est quoi son nom? Marie-Lise Champagne. Donc, vous pouvez aller sur le site 10 000matins.com ou marie-lise-champagne.com. Ah, bravo, Marie-Lise. Marie-Claude, une autre Marie? Oui, mais dans le fond, moi, je vais parler du fonds EcoLeader qui donne accès à des subventions allant jusqu'à 75 % pour aider les entreprises à prendre des actions plus durables à l'intérieur de leurs entreprises. Moi aussi, c'est un plug potin. Je suis maintenant expert au niveau du fonds. Il reste encore beaucoup d'argent à dépenser pour le fonds. C'est vraiment une belle initiative pour aider les entreprises. Là, nous, on est devenus experts justement, puis on a une offre de service pour revoir les stratégies d'emballage de nos clients. Donc, allez-y, cognez à leur porte, ils sont là pour vous.
est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il reste beaucoup d'argent ou une mauvaise nouvelle pour le Ben, Québec? Ben, c'est une bonne nouvelle parce qu'il en reste. Ah, oui, C'est mais comme- parce qu'il n'y a pas assez de monde qui en Ouais, mais peut-être demande. qu'ils ne savent pas. Tu sais, souvent, des Non, fois, les gens même, ne là. savent Non, pas. c'est ça. Puis là, c'est qu'il reste 1 an. Là, fait que gâtez-vous. Fait que demain, on brûle le fond. À sec. Restez avec nous jusqu'à la fin du balado parce qu'aujourd'hui, notre débat va porter sur l'entraide entre entrepreneurs. Donc, est-ce qu'il existe une collégialité, une façon de s'entraider entre entreprises? Est-ce qu'on est trop compétitif? Bien, on va vous donner les réponses à la toute fin. Écoutez ça, ça vaut la peine. Êtes-vous prêts pour l'entrevue? Oui. Let's go. On passe à Guillaume Lepage. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. On connaît Guillaume Lepage comme l'animateur, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il s'implique énormément en coulisses, comme producteur, comme créateur, aussi comme scénariste. Et aujourd'hui, bien, ce qu'on va tenter de trouver, c'est est-ce que c'est un homme d'affaires? Est-ce qu'il y a une fibre d'entrepreneur qui se cache en lui? Il est avec nous. Bonjour, Guillaume Lepage. Bonjour, Catherine Beauchamp. Bienvenue au Dérangeant. Écoute, Guilla, on te connaît parce que, évidemment, tu es animateur, de Tout le monde en parle, mais tu es aussi un producteur, tu as différents projets. Je pense entre autres à Bébéatrice. Tu as été copropriétaire d'un restaurant. J'aimerais ça savoir si tu penses avoir la fibre entrepreneuriale. Déjà, là, d'emblée, si je te pose ça. Certainement dans les relations humaines, oui, puis dans le mener à bien des projets créatifs. Est-ce que je maximise ma façon de gérer une entreprise? Ça, j'en ai aucune idée parce que j'ai appris sur le tas, moi. Quand j'avais 20 ans, j'ai terminé l'université à l'UQAM, puis j'avais pas de job. En fait, les jobs qu'on m'offrait ne m'intéressaient pas. J'avais un stage de radio qui s'appelait Rock et Belles Oreilles. Ça, c'est une histoire que vous connaissez, mais très rapidement, il a fallu qu'on s'incorpore pour pouvoir avoir des projets. Il y avait des projets quand tu étais sur l'assurance chômage, c'est des projets d'emploi. Alors, il a fallu qu'on s'incorpore. Et comme je connaissais rien là-dedans, qu'on n'avait pas d'argent pour payer un avocat, j'avais pris la charte de CIBL où je travaillais et je l'avais recopiée en remplaçant CIBL par Rock et Belles Oreilles et aussi en enlevant une coupe d'affaires où ça disait qu'on pouvait émettre jusqu'à Saint-Hyacinthe parce que ça n'avait pas rapport. Sauf que ce que j'ai oublié d'enlever, c'est organisme à but non lucratif. Alors, pendant 4 ans, Rock et Belles Oreilles était un organisme à but non lucratif, ce qui n'était pas faux parce qu'on ne faisait pas une scène. Mais il est venu un moment où quelqu'un a allumé et il a fallu qu'on fonde très rapidement Rock et Belles Oreilles International, qui était à but lucratif. Pourquoi international? Parce qu'on avait le choix. On ne pouvait pas s'appeler Rock et Belles Oreilles parce qu'il y avait déjà une compagnie qui s'appelait comme ça, la nôtre. Fait qu'on avait le choix entre Rock et Belles Oreilles du Canada ou Rock et Belles Oreilles International. Alors, évidemment, on a dit Rock et Belles Oreilles International. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous commenciez à faire des sous, vous commenciez à avoir des projets et à réfléchir d'une autre façon avec RBO. Oui, mais ce qui nous a fait surtout réfléchir, c'est que les 3 premières années, là, évidemment, on était à CIBL, on était les stars de CIBL. Fait qu'on comprend que c'est assez régional. Et on aimait ça. On était jeunes, on faisait nos affaires, on faisait ce qu'on voulait. On avait commencé à faire des shows. Puis au Café Campus, au Foufoune électrique, il y avait un petit buzz autour d'RBO. Puis là, on est parti en France participer à un concours de radio FM à La Rochelle. Puis pour faire une histoire courte, on l'a gagné. Fait que nos premiers articles étaient dans Le Monde puis dans Libération. Puis quand on est revenu au Québec, C'est quoi nous a offert une job? On a enregistré un disque où on a fait une chanson, entre autres, qui s'appelait Sarah Rap, qui est devenue numéro 1 sur Radio FM. On a animé les lundis juste pour rire, puis on a été les vedettes de cette année-là. Et on a gagné Révélation de l'année. Alors, à partir du moment, cette année-là a été un point charnière, parce que nous autres, c'était genre, on est un peu freak, on a du fun, on veut s'amuser. Et là, tout à coup, on est obligé d'assumer le fait qu'on est la révélation de l'année, c'est important. Donc, c'est un vrai travail et on ne sera plus jugé de la même façon à partir de maintenant. Et ça, on était contents, là, mais c'était la première fois qu'on réalisait qu'on avait
une responsabilité, disons, professionnelle. Étienne? Donc, dans le fond, ce que tu me dis, Guillard, c'est nul n'est prophète dans son pays, là. On doit, quand on a du succès à l'extérieur... C'est souvent ça. T'as raison, parce qu'on n'était pas meilleur 3 semaines avant. C'était la même chose. Non, mais c'est vrai. Puis comment ça fonctionne quand tu as incorporé RBO? Est-ce que vous étiez tous co-actionnaires à 20% toute la gang avec des droits de vote? Ça a toujours été ça. Wow. RBO est encore aujourd'hui... écoute, premièrement, notre surnom là, dans RBO, là, les gens qui travaillent autour de nous, c'est le Politburo. Nous, on décide, on prend des décisions. Il n'y a personne d'autre à part nous qui les prenons. Puis quand on sort de là, ben, vous avez une réponse. Puis c'est ça qu'on fait ou on ne le fait pas. Alors oui, c'était comme ça. Ça a toujours été comme ça. Où on a commencé à modifier un peu les choses, c'est quand on a eu des carrières professionnelles. Parce qu'avant, là, que tu écrivais plus ou moins de textes, que tu faisais de la comptabilité, que tu charroyais le stock de linge, tout le monde était payé pareil. Tellement pareil que si j'allais faire une entrevue puis qu'on me donnait 200 $, ben c'était soustrait de mon revenu. Pour que tout le monde ait la même chose. Puis, on l'a toujours gardé. La seule chose qu'on a fait de différent, c'est autour des années 2000, quand on avait notre carrière, chacun de notre bord, puis qu'il continuait à y avoir des projets de RBO. Quand l'un de nous travaillait, par exemple, comme monteur ou recherchiste ou réalisateur pour nous, on lui donnait le vrai cachet qu'il aurait dû gagner dans le milieu artistique en faisant ça. Puis le reste, on le séparait. Ben nous, si tu n'as pas la majorité, puis la majorité, on s'entend, on est 4, là, puis on a 60 ans, là. S'il y en a un qui n'a pas le goût de faire quelque chose, c'est sûr qu'on ne le fera pas, là. On n'est pas obligé. Mais on réussit à convaincre, des fois, les moins enthousiastes. Je vais te donner un exemple. Quand on a fait les 2 bye-bye, moi, j'animais, tout le monde en parle, puis André, il travaille sur l'émission aussi. Ça ne nous tentait pas beaucoup, surtout moi, parce que j'étais débordé, là. Puis, les autres étaient tellement enthousiastes que j'ai dit, moi, il est hors de question que le groupe que j'ai fondé, je vais l'empêcher de faire quelque chose alors que c'est grâce à RBO qu'on est tous rendus là. Fait que moi, en fait, je dis jamais non à aucun projet. C'est RBO. C'est moi la guidoune de la gang. Je dis tout le temps oui, alors que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Si quelqu'un dit, hey, on pourrait faire ça, je dis, ah oui. Je dis tout le temps oui. Marie-Philippe? Oui, tu disais tantôt que, tu sais, au début, ben, vous aviez pas mal tout le même cachet, là, fait que vous le splittiez à la gang. Mais là, quand justement vous avez eu chacun votre carrière, comment vous avez fait pour gérer? Bien là, c'est qu'on avait arrêté, c'est-à-dire on avait pris une année sabbatique qui a duré quelques années. Alors évidemment, moi, quand je faisais mon talk show ou que je faisais un gars, une fille, c'était mes cachets à moi, ça c'est normal. Mais il y avait, à chaque fois qu'il y avait des trucs d'RBO qui continuaient, c'était tout le temps la même chose. C'était tout le temps égal. Guilla, tu es accompagné de Jacques Caprimo depuis le début de ta carrière, en tout cas presque le début de ta carrière, corrige-moi si je me trompe. 40 ans. 40 ans. Jacques, qu'est-ce qui t'a apporté dans ta carrière? Qu'est-ce que ça a changé d'avoir un agent et de l'avoir aussi longtemps? Bien, honnêtement, si Jacques n'était pas mon gérant aujourd'hui, je ne saurais pas comment expliquer tout ce qu'on a fait ensemble à un agent compétent. Parce que notre relation n'est pas basée sur une relation agent-actiste. Jacques est un actionnaire de Rock et Belles Oreilles. Lui, son travail, c'est d'être gérant. Alors, il reçoit sa part de... C'est comme ça qu'il est payé dans le cadre de Rock et Belles Oreilles. Rock et Belles Oreilles, c'est une bébite à 4 et 5 têtes à l'époque qui fonctionnait pas du tout dans les patterns commerciaux et culturels qui existaient. Alors, Jacques, tout comme nous, a appris son travail sur le tas, puis le tas, ben, c'était nous. Pas de farce, là, on a plein de clauses dans nos contrats de télévision. Moi, évidemment, je peux vraiment demander beaucoup. Et ces clauses-là, c'est toutes des clauses que nous avons imposées au fil des années à des diffuseurs, ou des façons de procéder, ou des droits de veto, etc. La plupart des contrats sur lesquels que je signe, même avec des producteurs que je connais pas, sont basés sur les contrats de Rock et Belles Oreilles.
on les impose, entre guillemets. Là. On dit, on veut cette clause-là, on veut cette clause-là. Puis là, les gens ils disent, non, on ne signe pas ça d'habitude, ben fuck off, t'as pas de deal. Puis le lendemain, ils rappellent, puis ils disent, OK, on va la prendre. T'sais. En fait, c'est pas compliqué, c'est que toutes les clauses importantes que je trouve importantes et que souvent viennent de RBO, je les ai dans tous mes contrats, au complet. À part si c'est pour faire, mettons, un podcast. Ça, t'avais pas de clause, hein? Non. Okay. Non, mais puis je vais te dire aussi une autre chose. La façon que je fonctionne avec Jacques, puis il le sait, puis c'est comme ça qu'il négocie, c'est que moi, j'ai 3 tarifs. C'est le plus. Si le projet est sur moi, là, c'est le plus. C'est scale, c'est-à-dire comme tout le monde, ou gratis. Moi, je veux arriver dans une émission, la 3e saison, puis demander plus d'argent que les vedettes. Je fais pas ça. Je suis contre ça. Si tout le monde est payé 1000 $, je veux 1000 $. Puis si les gens me disent on n'a pas beaucoup d'argent, on va vous donner 183 $, donne-moi rien, je vais te le faire gratis. Fait que c'est gratis, scale ou beaucoup trop. Et Guilla, tu sais, quand on parlait de un peu inventer son travail, ce que vous avez fait avec RBO, ça s'est reproduit après avec Tout le monde en parle, qui était un format qui était populaire en France, mais quand on l'a amené ici au Québec, on connaissait pas ce genre de talk show-là et ça s'est imposé. Vous allez entamer votre 18e saison cette année. Je me demandais, est-ce que tu as dû justement réapprendre certains rouages du métier d'animateur? Il y avait eu Besoin d'amour qui n'avait pas fonctionné avant. Comment tu t'es senti au début de Tout le monde en parle et comment tu es là présentement? Ben moi, j'aborde toujours des projets avec enthousiasme et inconscience, ce qui m'aide beaucoup. Je suis pas quelqu'un de très nerveux, moi. C'est-à-dire, c'est sûr que la première émission de Tout le monde en parle ou le premier gala de la disque, j'ai des petits papillons, mais très, très, très rapidement, je retrouve mes traces. Je retrouve mes tracks, je m'installe puis j'impose un peu ma façon de travailler parce que c'est la seule que je connais. Fait que j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais je vais t'avouer que pendant Tout le monde en parle, pendant plusieurs années, j'avais l'air plus à l'aise que je l'étais. Parce que je me sentais responsable des invités. Ce qui n'est pas le cas quand j'écris Un gars, une fille ou Bébé Actrice ou RBO. Si tu n'aimes pas ça, regarde d'autres choses. Moi, je ne vais rien changer pour toi. Mais quand tu reçois un invité, particulièrement quelqu'un qui est sur la sellette ou quelqu'un qui n'a jamais fait d'entrevue, tu développes un peu un syndrome de Stockholm. Tu n'as pas envie que cette apparition-là soit la pire de sa vie à cause de toi. Si c'est à cause de lui, ça ne me dérange pas. Tu sais, si quelqu'un vient se planter à Tout le monde en parle, puis que c'est de sa faute, c'est la vie. Mais s'il s'est planté à cause de moi, qui a mal fait mon travail, ça, j'ai de la difficulté à l'assumer. Puis à un certain moment, après plusieurs années, là, je ne sais pas combien, mais 7-8, j'ai décidé que je n'étais pas le meilleur animateur au Québec, mais que j'étais le meilleur animateur de Tout le monde en parle. Puis que c'est moi, c'est mon siège, c'est mon salon. Je suis là depuis le début. Puis je ne suis pas tout seul à être là depuis le début. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un de fidèle avec mes équipes. Il y a au moins 8 personnes qui sont là depuis 18 ans. Mais que j'ai décidé que c'est moi qui fais le montage, c'est moi le producteur au contenu, c'est moi qui anime. À un certain moment, assume que c'est ton choix d'être là. C'est ton choix de poser ces questions-là, puis de les présenter, puis de les monter comme ça. Alors, depuis ce temps-là, ben c'est ça. Le studio de Tout le monde en parle, c'est mon salon. Puis, je le dis pas à tout le monde, là, mais c'est comme ça que je me sens. Marie-Philippe. Quand il s'est passé l'année passée la saga avec Danny Turcotte, là, qui était justifiée, puis Danny a décidé de quitter l'émission, y a-tu un moment donné, tu t'es dit, tu sais, moi aussi, là, je pense que j'ai fait le tour, puis je suis tannée, là, parce que vous vous faites ramasser, veux pas, à chaque émission, là? Non, mais je suis pas comme Danny, moi. Danny est comme la plupart des gens, c'est-à-dire s'il y a 100 personnes qui disent t'es pourri, il prend ça personnel. Moi, je suis super bon en mathématiques, puis 100 personnes sur 1,3 million, c'est en dedans du 1 %. Là. Fait que je m'en fous un peu. T'sais. C'est les conséquences de mon travail, c'est mon service après-vente. Il y a 1,3 million de personnes satisfaites, puis il y en a
mettons 1000 qui sont en crise. Je trouve que c'est une bonne moyenne. Puis c'est ça que j'essayais des fois d'expliquer à Danny. J'ai dit, hey man, c'est parce que t'es la plus grosse tribune là, au Québec. Là. C'est pas comme si tu faisais une entrevue à Radio-Canada le samedi matin. Là. Il y a du monde en tabarouette qui regarde ça. Puis, mais Danny, il est sensible. Il y a des gens qui se sont acharnés sur lui. Il n'y a pas ma carapace, mais peu de gens l'ont, pour être bien honnête. Puis moi, je trouve déjà que j'ai trop d'amis dans la vie, fait que ça me dérange pas le monde qui m'aime pas. Mais pour le vrai, là, je m'en fous, là. Puis tu sais, j'ai réussi à gagner, je sais pas quoi, 20 prix de popularité donnés par le public en disant tout ce que je veux. Je vais pas changer aujourd'hui, tu sais. Puis on dit souvent que le succès en business ou même dans les projets, c'est le talent. Ça prend une équipe. Puis là, tu parles de ton équipe, ça a l'air d'être une gang bourrée de talent. Je suis un peu jaloux pour vrai, là, en toute transparence. Oui. Comment tu t'es entouré? Comment tu as choisi ce monde-là? Qu'est-ce qui fait qu'une personne plus qu'une autre t'a continué à travailler avec elle? Puis justement, comment tu gardes cette équipe-là autour de toi? Bien, je vais me lancer des fleurs parce que je trouve que c'est ça que je fais le mieux dans la vie. Moi, je suis un créateur. Alors, je suis entouré de gens créatifs et je sais qu'il n'y a pas de modus operandi dans la création. Il y a juste de la livraison. Moi, là, que tu travailles à la dernière minute, à 4 heures du matin, ou que tu sois prêt 3 semaines à l'avance, ça ne veut rien dire pour moi. Je m'en calisse. Je vais regarder ce que tu as fait, puis si c'est bon, même si tu l'as fait en 5 minutes, je vais te féliciter. Puis si tu as passé 3 semaines à être à côté de la traque, je vais te dire que tu n'as pas bien travaillé. Mais ça m'arrive de moins en moins de dire ça parce que j'ai vraiment le tour pour m'entourer. Puis je suis fidèle à mes équipes. Puis en même temps, je trouve que une belle façon de progresser, c'est dans chaque projet, c'est d'avoir peut-être la moitié des gens avec qui tu travailles tout le temps, puis la moitié des gens qui sont des nouvelles personnes. Parce que sinon, tu t'encroutes. Sinon, tu fais tes vieux patterns. Puis l'autre chose aussi que j'ai trouvé, c'est que moi, j'ai toujours un plan B. Là. J'ai toujours une réponse. Comment on va régler ça? À moins que ce soit comment je vais m'habiller ou des sujets comme ça là, qui m'intéressent zéro focal. J'ai tout le temps une réponse. Mais moi, j'appelle ça le plan B. Alors, quand je fais une réunion, je commence pas par expliquer mon plan B. J'attends que les gens disent ce qu'ils ont à dire. S'il y en a un qui sort une meilleure idée, je dis pas mon plan B. Si quelqu'un sort mon plan B, je le félicite d'avoir eu une excellente idée. Puis j'y dis pas que j'y avais pensé. Parce que ça, c'est la pire affaire à faire. Hey, on pourrait faire tel bebelle. Ouais, j'y avais pensé. On peut. Mais si tu demandes l'avis des gens, bien, qu'ils te surprennent par leur réponse ou qu'ils te réconfortent parce que tu aurais fait à leur place, dans les deux cas, tu les félicites. Tu fais pas le rabat-joie. Puis tu les félicites en public, puis tu les remercies régulièrement. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai quasiment envie de te reposer la question du début. Es-tu un bon gestionnaire? Es-tu un bon entrepreneur? Moi, je pense que tu es en train de te découvrir quand même. Tu es un bon manager. Oui, je gère bien, oui. En plus, mais je veux dire, je gère assez bien l'argent aussi. Mais je l'ai appris sur le tas. Mais il y a une chose que j'ai appris. J'ai eu 2-3 leçons dans ma vie, là, des phrases qui m'ont servi. Tu sais, dans mon milieu, toutes les personnes qui sont, mettons, aussi connues que moi, là, qui travaillent depuis longtemps, là, ils ont tous des gros bureaux de production. Ils ont des loyers, ils ont des hypothèques, ils ont des bureaux, ils ont du hardware. Moi, mon hardware, là, c'est mes 2 ordinateurs, mon téléphone. Puis quand j'ai un projet à faire où il faut engager du monde, j'engage du monde. Quand c'est fini, j'en ai pas d'hardware. J'en veux pas de studio de montage. Je veux pas travailler pour payer une hypothèque. Je veux pas travailler pour payer des salaires de gens que j'aime, que j'ai attirés vers moi, puis là, je leur invente n'importe quel projet pour les garder. On est dans un milieu où on est tous des pigistes. Ça énerve personne. Les meilleurs se replacent instantanément, puis tu leur dis « Hey, dans 6 mois, je refais tel bebelle, tu m'appelleras. » Puis si la personne peut pas, ben ça te donne l'occasion d'en rencontrer une nouvelle. Puis, tu sais, je pense que j'ai une bonne réputation, fait que j'ai pas beaucoup de misère à trouver du monde. En général, ça se bouscule au portillon.
Puis là, tu vois, je travaille avec Guillaume L'Espérance, qui, lui, c'est le fils de Jean-Claude L'Espérance, qui était un très, très grand producteur. Et Guillaume est devenu un très grand producteur. Puis lui, il a genre un bureau avec 2 employés, produit 12 émissions en même temps. Fait que l'argent est à l'écran, ou l'argent est divisé au talent, ou l'argent est dans ses poches. c'est ça. Puis je trouve que c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu arrives, tu as beau avoir des frais fixes, là, mais c'est que tu as beau avoir des frais fixes. Moi, je les connais, mes frais fixes. Et je roule, là, j'ai une grosse job, puis j'ai des enfants, puis des maisons, mais je sais ce que ça représente, puis je sais ce qu'il faut que je gagne pour payer ça. Puis je suis capable de le payer. Fait que j'ai pas de compromis à faire. Si quelqu'un me crise dehors, j'ai pas à... Je suis pas endetté et je n'ai pas absolument à travailler pour garder ce train de vie-là. Fait que moi, je suis prêt à chaque jour à dire je suis pas d'accord, puis je démissionne. Puis je vais en assumer les conséquences. Au niveau des finances, je suis très, très libre parce que je me suis forcé à prendre des décisions où ma liberté ne serait jamais entachée. Surtout quand tu as des enfants, tu as une relation maritale. Tu en as des attachements avec des personnes. Il ne faut pas que tu en aies avec des objets. Il ne faut pas que tu en aies avec du béton. Il faut que tu sois capable là, de dire il faut dégraisser là, rapidement. Là. S'il se passait quelque chose de bien, bien grave, là, si on vend ça, si on se débarrasse de ça, puis c'est pas grave, c'est du matériel. Puis parce que c'est bien clair dans ma tête, je me sens aussi libre que Hubert Lenoir, genre. La raison est bien simple, c'est que quand j'avais son âge, j'étais pareil comme lui. Avec moins de trophées dans la gorge, j'espère. Ouais. Non, mais j'ai essayé ailleurs. C'est pas évident. On reste surpris. Guy, avant qu'on se laisse, tu as investi dans un restaurant. On voulait savoir si c'était une bonne décision de ta part quand tu as choisi d'aller en affaires vraiment dans quelque chose qui est complètement à part du showbiz. Là. Financièrement, non. Non. Humainement, oui. Tu sais, des fois, tu essaies de donner au suivant. Tu sais. Je dis, puis, tu sais, moi, en plus, je suis pas un super bénévole. Tu sais, j'ai beau être l'ambassadeur de Sainte-Justine. Ils ont sauvé mon enfant 2 fois, puis là, je leur donne du temps, puis je leur donne de l'argent. Mais tu sais, moi, je suis plus le genre, je regarde un téléthon, puis un petit enfant chante Si fragile avec Luc Derrière-Chaulière, je broille, puis je donne 1000 piastres. Généreux, mais totalement incohérent. Puis le restaurant, en me coûtant de l'argent, mais quand même, je peux me le permettre, a donné des jobs et de la dignité à plein de monde. Travaillaient, qui pouvaient se payer des affaires, qui pouvaient payer leur loyer, qui pouvaient travailler dignement dans la restauration parce que c'est un métier qui est très digne. Puis une fois, ma fiscaliste m'a dit pourquoi tu continues à faire ça? J'ai dit je calcule qu'au prix que ça me coûte par rapport à ce que je gagne, moi, je suis bien avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Tant que mes associés vont trouver que c'est une bonne idée, moi, je vais toujours être avec eux autres. Je t'entends comme un peu un observateur social du Québec depuis 2 décennies. Tu as une vision 10 000 pieds dans les airs incroyable. T'as-tu vu depuis quelques années un rapprochement entre les Québécois et ces entrepreneurs de notre entourage, qu'il y a comme un maillage un peu plus fort d'année en année? Bien oui, on est une société d'entrepreneurs, les Québécois. C'est qu'on a toujours été des entrepreneurs dans l'âme, mais avant, on avait des patrons anglophones qui étaient pas tellement bienveillants et qui nous empêchaient de... Et ces gens-là sont décédés, heureusement. Et les enfants qu'ils ont eus sont... Non, mais... C'est vrai. Non, mais les jeunes anglophones, je dis jeunes, là, 50 ans, 40 ans et moins, là, des familles riches anglophones, là, ils n'ont pas la même attitude que leurs parents. Ils sont souvent associés avec les francophones. C'est maintenant des bureaux d'avocats avec un actionnaire francophone puis anglophone, il y en a plein à Montréal. Ça a beaucoup changé, mais on est vraiment le pays de la PME. Tout le monde s'essaye. À peu près tout le monde s'est rendu compte, à moins que tu sois un très, très haut salarié. Ta seule façon un peu de
changer ta vie, c'est d'essayer de partir en affaires, c'est d'essayer d'avoir une petite business à côté. Tu sais, je regarde ma blonde là, qui est productrice en télé, là, elle a commencé avec un projet. Là, maintenant, plein de monde veut travailler avec elle. Mais ça commence. 1 est devenu 2. 2 sont devenus 3. C'est le même, ça marche. C'est correct comme ça. C'est la meilleure façon aussi de ne pas tomber en bas de la falaise. Merci beaucoup, Guy Lepage. Ça a été vraiment, vraiment une très, très belle rencontre. On te laisse aller à ta famille. Merci beaucoup. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Est-ce que vous avez parfois la mèche courte comme entrepreneur? Est-ce que vous arrive parfois de perdre patience? C'est un sujet qui revient souvent. Marie-Claude rit. Je ris parce que je regarde Marie-Phil. Tout le monde me regarde. Duh! Non, mais moi, j'ai l'air plus en crise que je le suis dans la vraie vie. OK. C'est une question d'image. OK, mais est-ce que ça t'arrive? Oui, très souvent. D'être Mais, fâchée? mais vas-y, Marie, commence. Puis Non, ben moi, ça m'arrive comme au moins une fois par semaine, là, quand même, de me fâcher. Ben, Avec les employés? Moi, je suis témoin. Non, pas avec les employés. OK. Moi, c'est plus des situations, puis ça m'arrive là, vraiment souvent. Tu sais, quand quelqu'un qui essaie de me bullshiter, tu sais, dis-moi juste l'heure juste, puis on passe un autre appel, là, mais passe pas par 36 000 chemins, puis essaie de m'inventer de quoi, je te vois venir, puis ça me gosse. Puis ça me gosse vraiment. Puis la semaine passée, j'étais dans une situation de même, puis tu sais, là, en ce moment, il y a comme des appels de fraude qui se fait. Puis quand ils m'appellent, moi, je fais le 1. Puis je leur parle, puis je les emmène en bateau. C'est de même que je décompresse des fois. Mais ces temps-ci, quand je le fais, mes employés sont comme « Ça te tente pas d'aller prendre une marche? » Je suis comme, C'est ouais. grave. Tu peux consulter ici. Là. Mais regarde, je trouve une thérapie, puis c'est celle-là que j'ai trouvée. C'est malade. OK, puis là, j'ai envie d'entendre Marie-Philippe parce qu'elle était sur une lancée. Ah non, mais là, j'en ai à tous les jours. Là. J'en ai à tous les jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier, je me suis chicanée avec Post Canada. Ça, me chicaner avec Post Canada, c'est rendu hebdomadaire. Parce que Post Canada font un service impeccable. Je pense que saison 2, t'en parlais. J'en parle à toi de cette saison. Post Canada, je ne vais plus avec Post Canada. Mais parce que toi, ça affecte ton travail. C'est des, Ben oui. t'envoies des, Ben oui, nous autres, on envoie un shitload, chez là. des gens. Ouais. Tu sais, je vais expliquer quelque chose qui est important parce que là, les gens disent, ben oui, mais niaiseuse, change, tu sais, va ailleurs, reste pas avec Post Canada. Mais moi, là, ma fibre québécoise nationaliste dit, gars, on va essayer de laisser l'argent, Post Canada, ça sera pas à FedEx, à UPS, à pas. Mais là, ils ont tout grugé ma fibre patriotique. C'est assez. Là, ils m'ont chargé en double pour les mêmes colis. Là, ça fait à peu près 10 fois que j'appelle. Puis là, la fille, hier, elle me dit, j'ai dit, regardez, là, c'est parce que ça fait 10 fois que j'appelle, ça serait nice que quelqu'un s'en occupe. Puis elle me répond, je vous jure, ben, je peux raccrocher aussi, puis tu vas rappeler une 11e personne. Je suis comme, Wow! je l'aurais étampé. Mais c'est ça le problème, c'est que Post Canada, c'est pas privé, c'est une société d'État. Fait que, tu sais, ils s'en crient, eux C'est autres. quoi déjà la citation? I'm not even mad, I'm actually impressed. Pour vrai, je recommande, j'ai jamais entendu. Fait que voilà, là, je taboute avec Post Canada. Mais la semaine prochaine, je vais changer. Je vais vers Puro Later. Wow! Mais pour vrai, Puro, ça va bien. Ouais, mais ça peut pas être payé. Impossible. Impossible. Fait que Puro Later et un verre de vin, le tour est joué, Étienne. Ben moi, c'est comme ma recette, c'est le Incredible Hulk. Là, donc, Oui. mon secret, c'est que je suis toujours en crise. Fait que, tu sais, c'est juste, ça paraît pas. C'est comme, je suis pas névrotique, mais tu me parles, puis c'est juste comme, j'ai pas le temps. Mais le gros problème, c'est souvent les courriels, parce que les gens ne lisent pas le ton. Fait que moi, je suis très expéditif. Je suis toujours comme get to the point. Je suis pas de salut, ça va. Ou quelqu'un qui répond à ton courriel en disant merci. Ah, mon tabarnak. Si j'ai déjà 208 courriels comme non lus, tu me rajoutes un pouce comme ah. Non, ça va direct. Ça t'irrite d'avoir un merci. Je trouve ça tellement gentil. Non, mais Parce qu'il y en a beaucoup. Mais à un ouais, je moment donné. comprends. Ouais. c'est interminable. Mais pour vrai, je pense que c'est toujours des échelles à un certain sens où est-ce que quand que quelqu'un fait une connerie pour 100$, on dirait comme, bon, on s'en fout, tu sais. Puis là, moi, c'était Nespresso qui ont vraiment fuck up complètement la commande. On achète une machine à café pour les employés, on veut leur faire plaisir. Finalement, c'est comme, ça gruge à peu près 10 000$ de masse salariale pour gérer leur fuck up, tu sais.
à un certain point, tes appels, puis tu shootes un char de marde, puis ça fait du bien. Bon, ben on va parler solidarité. On va faire des pompées. En tout cas, ça va bien, là. C'est le sujet de notre CA aujourd'hui, la solidarité entre entrepreneurs. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Qui a envie de se lancer en premier? Mais moi, je peux peut-être expliquer pourquoi on a décidé de parler de ce thème-là, parce qu'évidemment, on choisit les thèmes super à l'avance. Là. C'est une blague. Il y a comme 2 semaines, on est allé manger... 2-3 semaines? On est allé manger 3 semaines, ouais. Au Pastaga pour faire une espèce de souper début de saison. Ouais. Puis finalement, on était juste 4. Moi, Marc-Claude, Étienne puis Carlo. Puis on a eu une conversation, bon, peut-être parce qu'il y avait comme 2 bouteilles de vin sur la table, mais on a eu une conversation hyper le fun. Puis tout le monde était bien dans la transparence. Puis qu'est-ce qui arrive de positif, qu'est-ce qui arrive de négatif. Puis c'était vraiment sharp, tu sais. Puis j'ai parlé justement à Carlo que je faisais un groupe de co-développement. Puis il m'a dit, hey, ça serait le fun qu'on le fasse, tu sais. J'aimerais ça. Moi, j'ai une problématique, puis j'aimerais ça qu'on le fasse. Fait que je pense que c'est vendredi qu'on a fait ça. Yes. Vendredi après-midi, on a fait une rencontre, puis Carlo nous a présenté pendant 2-3 heures peut-être une problématique qu'il vivait, puis il voulait comme notre feedback. Fait qu'on s'est juste concentré sur lui. Puis pour vrai, je pense que ça fait du bien. Tu sais, c'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que c'est sûr, il y a du positif, du négatif, des fois, il y a de la compétition, mais ça fait du bien d'être entrepreneur, de se parler entre entrepreneurs, puis que les autres comprennent, parce que c'est pas toujours le cas quand t'en parles avec ta famille ou avec tes amis ou avec tes conjoints. Il y a toujours un niveau de compréhension qui est là, mais pas tant là. Fait que je trouvais que c'est un thème intéressant. Puis, Mais je vais faire la nuance pour les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs qui nous écoutent. Est-ce que c'est pas nécessairement faire du mentorat? C'est d'aider une personne avec une solution. C'est un peu comme tourner le Rubik's Cube ou tourner pour voir le problème sous d'autres facettes. Fait que c'est pas nécessairement d'avoir un mentor en arrière de soi, mais c'est juste d'avoir des gens qui dirigent les entreprises qui peuvent voir être plus solution-wise, dans le fond. Oui, exactement. Puis, tu sais, des fois, t'as pas personne à qui tu peux en parler. T'as un problème, puis tu t'en parles à... Moi, des fois, j'en parle à mon frère, puis je vois que, tu sais, son regard de chevreuil sur l'autoroute, qu'il comprend pas, tu sais, ça sert à rien. Fait que là, tout de suite, j'en parle. OK, ben Étienne, il sait c'est quoi une marge brute ou tel problème ou telle affaire. Fait que c'est vraiment... On parle la même langue. Ce qui, des fois, moi, j'ai pas l'impression que je peux parler cette langue-là avec des gens de l'extérieur. Fait que, tu sais... Oui, c'est vraiment ça. C'est entre... On dit peer-to-peer? Le peer-to-peer. Je sais pas comment dire. En bon français. C'est ça. Ami à ami. Ami à ami. Mais tu sais, il y a 3 concepts, en fait, 3 accompagnements, à un certain sens, dans le milieu des affaires. Tu peux être mentor. Parce que techniquement, le mentor te pose des questions pour que tu trouves la réponse par toi-même, puis ne te dit pas quoi faire. Yoda. Exact. Ah oui, ça s'appelle Amen. le mentor, ça s'appelle Yoda comme ça. Exactement. Un Yoda, tu sais, OK. c'est plus travail sur la personne. Le consultant, il va te donner la réponse, mais tu le payes. OK. Il dit quoi faire, puis en général. Puis là, ensuite, tu as beaucoup plus, t'as le hired gun, si on va dire, que là, tu l'engages pour qu'il le fasse à ta place, puis fuck it, j'ai pas envie de m'en charger. Donc, la solidarité entrepreneur, ce que je trouve le fun, c'est que tu appelles ton entourage d'entrepreneurs, puis ça devient comme des consultants gratuits on demand qui te chargent pas, mais qui vont te dire, ben moi, j'aurais fait ça comme ça à ta place, puis regarde, t'en fais ce que tu veux, c'est un focus group d'une personne, ça vaut ce que ça vaut, peut-être que tu vas te planter, mais pas mon problème. Mais au moins, tu as du monde qui sont passés par là, que tu n'as pas besoin de leur expliquer c'est quoi justement des déductions à la source, tu n'as pas leur goûter des tarifs d'import-export, puis fait que ça va un petit peu plus vite. Marc-Claude, est-ce que toi, t'aimes ce système-là? Est-ce que tu serais capable de le faire pour quelqu'un à l'extérieur du groupe? Bien, dans le fond, moi, mon entourage est hyper crucial. Là. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. Puis la beauté de ça, c'est que chaque personne a des forces. Chaque personne a sa type de business, a ses compétences. Puis des fois, ce qui arrive, c'est qu'on est tellement proche de l'arbre qu'on n'est pas capable, on manque de perspective. Fait que des fois, c'est juste de décrocher le téléphone puis de dire « Hey, je pense que cette personne-là pourra... » Puis des fois aussi, tu choisis qui t'appelle parce que il y a des affaires que tu veux entendre, des affaires que tu veux peut-être pas entendre aussi. OK. Tu choisis le monde que t'appelles, mais je pense que c'est comme dans tout. Puis t'as bien t'entourer. Puis oui, effectivement, à un moment donné, que tes amis peuvent pas, tu sais, tes amis proches, ta garde rapprochée, ça veut pas dire qu'ils vont tout comprendre. Ils peuvent avoir de l'empathie vers ce que tu vis, mais tu sais, quand il arrive le temps de prendre des décisions, des choses plus sérieuses, ben tu sais, c'est sûr que d'avoir un bon entourage d'amis entrepreneurs. Puis oui, il y a des groupes, tu sais, comme a parlé Marie tantôt, il y a des groupements aussi qui se fait, que c'est vraiment plus structuré pour s'entraider, mais dans tous les cas, juste avoir couple de noms dans ton téléphone, c'est toujours pratique. OK. Est-ce que toi, tu es capable de conseiller quelqu'un d'autre? Je pense que oui, parce que ça arrive assez régulièrement. Oui, puis t'es bonne, hein? Est-ce que vous avez déjà senti que des entrepreneurs, pas nécessairement au sein des dérangeants, mais qui manquaient de générosité avec leurs conseils? Ah, tellement, tout le temps. Je veux dire. Ouais, mais je pense que ça dépend. Des fois, il y a des gens qui sont loadés. Des fois, je sais pas.
Moi, Ben, je sais pas. Je savais pas aussi. Mais je pense que tu as aussi ta garde à toi. Tu as tes gens autour de toi qui gravitent autour de toi. Tu sais, les personnes qui m'appellent, c'est aussi des personnes que je vais appeler. Puis finalement, et vice-versa, tu apprends puis tu développes ensemble. Puis fait que la personne qui donne pas de conseils, j'imagine que... Oui, puis tu sais, on parle de garde rapprochée, mais Guy Lepage en a parlé dans son entrevue, mais c'est dur à établir. Tu sais, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît au Dérangeant. Ça fait quoi, 4 ans? Ouais, ça achève, là. Étienne, on est déjà à bout. Mais tu sais, ça prend du temps avant d'être à l'aise, de pouvoir dire les vraies affaires. Tu sais, on en parlait, je me rappelle plus quel épisode, mais le fake it till you make it. Même avec tes amis entrepreneurs, ça prend du temps avant de baisser ces barrières-là puis de dire, regardez, D'avoir confiance, oui. ça chire, là. Il y a telle affaire qui marche pas en tout, puis... Tu sais, on le fait pas dans des 5 à 7 où on va... Ça prend du temps, puis c'est comme on est comme des animaux, tu sais, il faut être apprivoisé avant d'être capable de faire ça. Parce que... Surtout si tu t'es déjà... Moi, j'ai tout le temps été souvent trop transparente, puis à un moment donné, je vais être, oh, attends une minute, non, là. Ouais. Moi aussi, je vais faker parce que je me rends compte, puis là, c'est de faire justement réapter, je veux dire... La balle revient pas, dans le fond. Non, pas tout le temps. Étienne? Mais ça s'apprend, ça, parce que d'être dans l'authenticité, pour moi, c'est toujours payant. Puis, tu sais, Guillaume en parlait dans son entrevue, à un certain sens, que lui, il dit toujours oui. Tu sais, il dit, je suis comme un peu la guidoune qui dit oui à tous les projets. Bien, j'étais un peu dans ce sens-là, où est-ce que j'ai été une guidoune très longtemps de tous les réseaux potentiels d'entrepreneurs. Tu sais, puis dès qu'on disait, je pars un groupe d'entrepreneurs, puis t'en faire partie. OK! J'étais comme le cheerleader sur commande que tu faisais venir, puis... Pour vrai, j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé EO, Entrepreneur Organization. J'ai essayé YPO, Young President Organization. J'ai fait l'École Entrepreneurship de Beauce. J'ai fait la Fondation Montréal Inc. Puis c'est fascinant comment tu as des preneurs puis tu as des donneurs dans la vie. Puis quand tu spots assez vite, au final, c'est comme juste ceux qui prennent, qui donnent pas en échange. Mais j'ai pas envie de moi me prostituer puis de changer ça. J'ai envie de continuer d'être un donneur. Fait que j'ai toujours envie de répondre au téléphone, mais ça attire. T'attires ce chakra-là. Ouais, ben moi, je me suis fait donner le livre Giver Taker en me disant... Qu'est-ce que ça dit, en gros, c'est ça? C'est que Ben, c'est pas égal? Tu as différents types de personnalités. Tu as des gens qui donnent, tu as des gens qui reçoivent. Il y en a que c'est give and take. Puis finalement, à la fin du livre, c'est d'apprendre c'est qui gagne au bout de la ligne. C'est-tu le giver? C'est-tu le taker? C'est le giver-taker. Fait que je donnerai pas le punch si vous voulez le lire. Puis moi, on m'a dit de le lire parce que ça a l'air que je donnais trop. Puis il me dit, tu sais, ça serait peut-être bon que tu mettes tes limites en nez. Puis j'ai dit, OK, mais le punch, quand même, à la fin, le giver, dis-le. si le giver donne intelligemment, il gagne. OK. Moi, j'ai envie de vous poser une dernière question. Pour les gens qui nous écoutent, encore une fois, ça serait quoi le meilleur conseil à leur donner, justement? Est-ce que c'est l'entourage? Parce que vous êtes trouvés, vous avez votre groupe, vous pouvez vous amener des problématiques. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui va être là pour répondre. Mais quelqu'un qui est entrepreneur, qui est tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il y a beaucoup de... Là, c'est sûr qu'avec la COVID, c'est plus délicat, là. Mais il y a plein d'organismes, de groupes qui... Tu sais, la Jeune Chambre de commerce, c'est un groupe pour les entrepreneurs, Fondation Montréal Inc. Il y en a quand même beaucoup qui existent. Je commencerais par ça. Puis à un moment donné, tu te fais un réseau tranquillement. Tu sais, c'est quand même un petit milieu, là. C'est un petit monde. Fait que tu finis par connaître un peu tout le monde. Mais je commencerai avec ces ressources-là, oui. Étienne? Bien, de juste partir avec l'idée que on s'en calisse que ça donne quelque chose ou pas. Tu es là pour l'humain. Moi, c'est ça à la fin de la journée, c'est que tu vas rien y gagner de juste d'être dans un réseau d'entrepreneurs autre que ta fucking santé mentale. Puis à la fin de la journée, c'est on the long run. C'est sûr que ça paye puis que ça fait juste du bien. Puis tu sais, venant d'un gars qui les a tout essayé, t'en trouves un, tu stick to it. Puis c'est pas en changeant à tous les 6 mois de réseau d'entrepreneurs ou d'amis que finalement tu vas vraiment dans l'authenticité. Fait que moi, ce serait ma recommandation. Marie-Claude, tu as ton conseil? Ben moi, j'ai fait un peu comme Étienne. Je pense que je les ai toutes T'étais une guidoune? Je suis une guidoune. Je suis une guidoune. Nice. Non, mais je suis investie. Là, je suis présidente d'un aile jeunesse, de chambre de commerce. Puis ça me tient vraiment à cœur. Je me suis investie beaucoup avec l'École d'entrepreneurship de Beauce. Puis tu vois, puis j'ai fait IO aussi. Mais moi, j'ai trouvé des gens. Comme dans chaque chose, je me suis pas accrochée à une cellule. C'est plus une ou deux personnes, une autre. Finalement, il faut que tu aies une connexion avec les gens. Moi, je trouve que l'aspect humain, l'aspect des valeurs, tout ça, c'est ça qui va déterminer à qui tu vas être capable de t'ouvrir, qui va avoir un échange qui va être authentique, puis qui va vraiment avoir ce service d'entraide-là. C'est vraiment l'humain, les valeurs. Bien, merci beaucoup. Et j'ai bien hâte de voir si on se reparle dans 5 ans, si tous ces conseils seront toujours là. Ça donne des frissons. Absolument. Marie-Philippe Simard, merci beaucoup, Étienne Crevier et Marc-Claude Duquette.
Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve pour un prochain épisode des Dérangeants. Merci, Kat. Bye. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!